Salut, c'est Gauthier. Et avant de démarrer cet épisode de Screenshot, j'aimerais vous prévenir que l'épisode d'aujourd'hui a été enregistré dans un café. Du coup, il y a pas mal de bruit alentour, mais cependant l'épisode est très intéressant. Du coup, j'espère que vous l'écouterez jusqu'au bout. Bonne écoute! Salut, c'est Gauthier et bienvenue dans Screenshot, l'émission où l'on revient avec mon invité sur un film qui l'a marqué et son rapport au cinéma. Aujourd'hui, je reçois Margot. Salut Margot. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, je suis très contente d'être là. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, alors je m'appelle Margot, j'ai 25 ans, j'ai fait des études de cinéma, j'ai un petit peu travaillé sur quelques tournages et puis là je vais changer un peu de voie et je vais maintenant faire de l'ébénisterie. Voilà, petite chose à savoir sur moi, voilà. Je suis très manuelle, voilà. En tout cas merci d'être venue dans mon café préféré pour pouvoir faire cette interview, je me sens beaucoup plus à l'aise ici. Comment tu définirais ton rapport au cinéma? Alors, mon rapport au cinéma, déjà, ça date depuis que j'ai 4 ans. En fait, quand j'avais 4 ans, j'ai regardé un film qui s'appelle Notre-Dame de Paris, de 1954 ou 56, avec Gina Lollobrigida, qui jouait Esmeralda. Et à 4 ans, j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'à l'époque de Quasimodo, il y avait des caméras pour filmer? Et donc, du coup, c'est là qu'elle m'a dit que c'était un décor. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était incroyable et que je voulais faire ça dans ma vie. Voilà. Donc ça remonte à loin et j'ai envie de faire ça depuis ça en fait. Waouh, c'est quoi tes conditions idéales pour regarder un film? Alors, mes conditions idéales. Alors déjà, je déteste regarder un film qui a commencé en cours de route. Bon, c'est un peu comme tout le monde. Sinon, bizarrement, soit j'adore aller au cinéma, soit si je regarde un film sur mon ordinateur dans ma chambre, ce que j'aime le plus faire, c'est m'interrompre. Quand j'aime le film, c'est faire pause, aller faire un truc, revenir, mettre play, aller faire un truc. Voilà. C'est peut-être bizarre, mais moi j'adore faire ça comme ça. Comme ça, le plaisir dure plus longtemps quand c'est un film que j'aime bien. Je comprends, mais en même temps, j'aime pas reprendre un film au milieu. Ouais. Du coup, si je l'arrête, peut-être que je recommencerai du début. Ouais, après je le fais en une journée. Ça sera pas Oui. sur plusieurs jours. Mais oui, moi j'aime bien. Très bien. Du coup, au cinéma, genre, tu te places où dans le cinéma? Dans les premiers rangs, très clairement. Dans les premiers rangs, au milieu. Le plus au milieu possible. Mais même, je peux même être au premier rang. En fait, ça dépend. Quand il y a des sous-titres, c'est trop dur de les lire quand tu es au premier rang. Donc du coup, je m'assois un peu plus loin, mais oui, au milieu, vers les premiers rangs. Qu'est-ce que tu aimes ou recherches quand tu regardes un film? C'est quoi que tu aimes bien en fait dans les films? Quel que soit le film, même si on m'a dit que c'était un mauvais film ou qu'il y a une mauvaise critique, déjà il y a quelque chose lié au souvenir. Donc D'accord. voilà, donc par exemple un film tout pourri que j'ai vu plein de fois dans mon enfance, je vais pouvoir encore le regarder plein de fois après. Exemple comme Ti est belle, voilà, c'est pas un film très bon mais je le regarde très souvent. Sinon après l'autre c'est avec juste pendant l'heure du film que je sois plus sur la planète Terre, que je sois complètement dedans, que je pleure ou que je ris ou que je sois stressée pour le personnage principal ou quoi que ce soit. Pour moi, le plus important, c'est juste que j'ai ressenti quelque chose et que je suis sortie de ma réalité. Voilà, que je suis rentrée dans la réalité du film. Voilà, c'est le plus important pour moi. Je suis complètement d'accord avec toi et en plus le fait que ce soit lié au souvenir, c'est pour ça que j'ai fait aussi le podcast parce que la question c'est le film qui t'a marqué et en fait le film en lui-même t'a pas peut-être marqué mais le souvenir du film t'a marqué. C'est ça, le contexte dans lequel je l'ai regardé, tout ça, ouais, exactement. Du coup on va passer au film qui t'a marqué mais on va démarrer par les autres films auxquels tu as pensé quand je t'ai posé la question, un film qui t'a marqué. D'accord. Alors moi, quand on me pose cette question, il y a toujours 2 films qui ressortent, toujours. Titanic et Forrest Gump. Voilà, c'est les 2 films pour moi qui m'ont donné envie de faire du cinéma, en plus de Notre-Dame de Paris. Voilà, c'est les 2 films qui m'ont donné envie. Après, on va passer sur tous les Disney qui ont bercé mon enfance, évidemment, mais quand on me demande quel est mon film préféré, les 2 premiers qui sortent, c'est Titanic, Forrest Gump, c'est ceux que je suis capable de revoir une centaine de fois. Voilà, c'est les seuls que je peux regarder en boucle. Et du coup, le film que tu as choisi, bon, tu l'as cité. Voilà, c'est Titanic, complètement. Voilà, je pouvais pas ne pas parler.
J'ai choisi celui-là parce que déjà, je peux en parler des heures. Je le connais par cœur. Et je trouve que c'est l'une des meilleures prouesses cinématographiques dans le souci du détail, dans ce genre de choses. J'ai l'impression qu'on n'arrive presque pas à faire mieux. J'exagère parce qu'aujourd'hui, avec les techniques qu'on a, on peut faire mieux. Mais en 97, si je ne me trompe pas, je trouve que la prouesse est incroyable. Donc on va peut-être citer le réalisateur, je pense que tout le monde le sait, mais quand même, c'est James Cameron, et effectivement, il est sorti en 97. J'aimerais que tu me le résumes en quelques phrases. Alors en fait, c'est un film catastrophe pour moi, qui est rythmé par une histoire d'amour impossible. Donc c'est vrai que dans Titanic, l'histoire d'amour, elle est classique, un peu comme au théâtre shakespearien. Voilà, c'est un Roméo et Juliette, un peu voilà un amour impossible parce que deux classes sociales différentes. Mais je trouve qu'on s'en lasse pas, parce que la jeune petite fille riche qui veut sortir de son carcan familial pour vivre une vie de liberté, c'est un truc qui fait toujours vibrer en fait. Donc ça ne vieillit pas, et ça marche toujours aussi bien. Voilà. Oui, c'est pas tout à fait le résumé de l'histoire. Non, bon alors. Expliquer ce qu'était l'histoire. D'accord. Donc alors oui. Donc Titanic en fait, ça parle du célèbre bateau construit en Irlande qui lors de son premier voyage a sombré dans l'Atlantique. Et tout ça sur fond d'une histoire d'amour entre Jack et Rose qui, avec les contraintes familiales de Rose qui pourrait pas tomber amoureuse d'un pauvre garçon et le fait qu'ils vont bientôt peut-être tous mourir sur ce bateau, fait que ce film est pour moi une histoire qui on peut pas s'en lasser. Voilà, ça fait toujours vibrer. Je peux même rajouter quelque chose. On a beau savoir que Rose survit, puisque Rose au début, elle est vieille, elle va parler de son passé, et ben moi j'ai toujours l'impression que peut-être elle va pas réussir à s'en sortir. Voilà. Quel que soit le nombre de fois où je l'ai vue. Est-ce que tu te souviens les conditions, l'âge, l'endroit où tu l'as vu de la première fois que tu as vu ce film ? Alors je sais plus très bien quel âge j'avais, je pense que je devais avoir quelque chose comme 9 ou 10 ans. Sauf qu'à l'époque, ma mère, quand on regardait Titanic, elle arrêtait toujours avant que le bateau il coule. Ouais, j'ai jamais vu, peut-être les 3 premières fois où j'ai vu le film, je ne l'ai jamais vu en entier, puisque ma mère pensait que ça allait me traumatiser, me faire peur, et que elle avait peur que je remonte plus jamais sur un bateau en fait. Donc elle arrêtait toujours en plus à cette scène extrêmement gênante à regarder avec ses parents, qui est la scène de la voiture. Voilà, donc ça s'arrêtait toujours là. Et la première fois que je l'ai vu en entier, j'étais avec ma petite cousine et je savais presque pas en fait qu'il y avait une suite au film. C'est-à-dire que je suis tombée des nues et j'ai été terrifiée par le stress. Ouais, c'est une tension permanente sur toute une partie du film qui m'a... Mais j'ai adoré, et je pensais qu'elle allait mourir, Rose, et voilà. Et je savais pas que Jack mourrait et j'étais triste. Et du coup, c'est une transition parfaite pour ma question d'après, c'est en quoi il t'a marqué? Et je vais ajouter quelque chose. Est-ce que tu penses qu'il t'a autant marqué parce que les premières fois où tu l'as vu, tu l'as pas vu en entier et t'as pas vu toute la partie catastrophe? Alors, y a plusieurs choses. Déjà, dans la tête d'une petite fille de 9 ans, Leonardo DiCaprio, on en tombe amoureuse. Donc, qu'on le veuille ou non, le film, on l'aime. Je pense que j'ai toujours déjà adoré les films catastrophes. Donc, j'aime le fait que les personnages soient dans une situation qui semble complètement inextricable et qui vont mourir. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Ensuite, tu peux me redire un petit peu ta question? Ma question, c'était est-ce que tu penses qu'il t'a d'autant marqué du fait que tu n'avais pas vu la partie catastrophe? D'accord. Non, oui. Alors après, déjà, il y a le fait que ça se passe dans les années 1910. Moi, j'aime beaucoup cette époque. Donc rien que le décor, les costumes, c'est quelque chose qui de toute façon m'avait attirée. Et de toute façon, même si c'était pour voir que la première partie, je l'aurais revu 100 fois. Après, le reste, ouais, comme je te l'ai dit, j'aime les films catastrophes. Tout ça me plaît. Cette histoire d'amour est parfaite, puisqu'impossible. Voilà, encore une fois, c'est un classique, mais ça marche toujours aussi bien. Donc oui, je pense que le fait de ne pas l'avoir vu en entier, de toute façon, j'ai accroché. Et quand j'ai vu le reste, j'ai trouvé ça tellement fou. En fait, je pense que ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est les making-of. Ouais, c'est comment le film a été fait. Tellement il y a du détail, tellement le réalisateur a pensé à tout pour faire la chose la plus parfaite possible. Et ça, c'est quelque chose, en tant que spectateur, je lui dis merci, quoi. Ça fait plaisir d'avoir un film aussi crédible, en fait. Voilà, on a l'impression de voir un documentaire. Tellement c'est renseigné, tellement le réalisateur s'est documenté, était passionné. D'ailleurs, James Cameron est le premier homme à être allé
voir la carcasse du Titanic sous l'eau. C'est lui qui a payé l'expédition scientifique pour but complètement scientifique. C'est lui qui l'a commandé et c'est grâce à lui qu'on a pu prouver certaines preuves qu'on avait, le fait que le bateau soit cassé en deux, tout ça. C'est quelque chose qu'on pensait mais qu'on n'était pas sûr. Et grâce à lui, on le sait. Est-ce que tu sais d'où lui vient l'idée d'avoir fait le film Titanic? Ça, j'en sais rien. Ça, je sais pas. Non. Je pense que l'histoire, je pense qu'il adorait l'histoire. Ça, c'est évident. Non? Non. C'est pas ça. Enfin, de ce que j'ai lu tout à l'heure après avoir maté le film, c'est que le film qu'il a tourné avant, c'était Abyss, Ouais. et qu'en se renseignant sur comment on peut voir sous l'eau, c'est le système qu'a utilisé les fouilles du Titanic l'ont vachement intéressé. Ouais. Et D'accord. apparemment, à partir de là qu'il a commencé à faire plein de recherches sur le Titanic. D'accord, ça paraît logique. Ça paraît logique. Tu parlais de making of tout à l'heure, Mhm. et de réalisme du film. Est-ce que tu peux parler de quelques anecdotes dont tu te souviens de... Je me souviens de tout. Alors, rien que le fait que James Cameron ait contacté la White Star Line pour récupérer les mêmes tapisseries qu'il y avait sur le Titanic, la même vaisselle, les mêmes rideaux, En fait, il a demandé à cette entreprise de continuer avec les chutes qu'ils avaient du Titanic, de reproduire la tapisserie, les tapis, tout ça, pour que dans son film, il y ait les mêmes qu'il y avait sur le Titanic. Ça, par exemple, je trouve ça incroyable. J'aime aussi le fait que le moindre petit figurant, surtout chez les femmes, ait la tenue complète des années 1910, avec le jupon, les corsets, même le figurant qu'on voit au loin, il a le même. Il y a aussi une autre histoire que j'adore, la scène où le Titanic va partir. James Cameron, une fois que tout avait été installé, donc la moitié d'un bateau qui fait la même taille que le Titanic, le port, tout ça, le quai de départ, il s'est rendu compte un peu au dernier moment que le Titanic était dans le mauvais sens. Et donc du coup, il s'est dit, on va tout écrire à l'envers, et une fois en post-production, il a retourné l'image. Donc penser à tout écrire à l'envers, tout ça, je trouve ça juste... pour moi, c'est de la minutie, c'est un plaisir fou en fait. Voilà. Non, mais c'est hyper intéressant tout le travail qu'il y a derrière ce film, Ouais. qui est gigantesque. C'est un des films, c'était le film le plus cher à son époque. Ouais. Puis même, il faut se remettre aussi dans le contexte qu'aujourd'hui, on fait peut-être des effets super beaux, mais le problème c'est que c'est beaucoup en post-production. Pas que ça coûte pas cher, mais alors que là, on parle de décors naturels, que tout a été construit pour ça. Oui, il y a de la post-prod quand même, il y a des effets en post-prod. Bien sûr, mais le bateau, il est réellement là, tout ça. Donc ça, c'est un bonheur aussi. Et je pense même quand t'es acteur, je pense que ça doit être plus agréable d'être en condition comme ça que devant un fond vert, quoi. Oui, c'est ce que disait Ian McKellen, je crois, celui qui joue Gandalf, sur le Hobbit en fait, parce que tout était en fond vert, Ouais. et genre lui, ça l'insupportait, Bah qu'il n'y ait rien de palpable, rien à quoi se référer. Ouais, je comprends. En même temps, c'est pas la même époque, parce que quand tu vois le petit qui a joué dans le remake live de le livre de la jungle de Disney, Ouais. lui il était tout seul, il n'y avait pas d'autres acteurs. Enfin, ça... Ouais, et c'est une performance. Enfin, moi, j'ai adoré ce film. Hein. Il y a des Grosse trucs qui allaient pas, performance. mais c'est très très bien. Ouais. Du coup, c'est quoi ton moment préféré du film? Alors, mon moment préféré du film, c'est ce moment où le bateau a déjà touché l'iceberg et qu'on force Rose à monter dans un canot de sauvetage avec sa famille. Donc, on voit son supposé futur mari qu'elle déteste et Jack qui la voit descendre petit à petit à coups de poulie, descendre dans le canot de sauvetage, qui défile le long du bateau. Et là, d'un coup, la musique... Enfin, non, pas d'un... Non, pardon. Elle est dans le canot, elle descend un coup de poulie le long du bateau. Là, la musique commence, les feux de détresse en fond, qui ont l'air de feux d'artifice, commencent à exploser. Et là, elle réfléchit, elle se dit je peux pas le laisser. Et alors là, elle remonte sur le bateau, elle court, et ils se retrouvent tous les deux dans la salle de l'escalier. Ils se font des bisous et ils la traitent de débile parce qu'elle est remontée sur le bateau. Mais c'est trop beau parce que lui, il saute, elle saute. Et en fait, je trouve que le personnage du méchant, du coup, du fiancé de Rose, je le trouve quand même plutôt bien écrit, parce que c'est beau être un méchant, quoi. Et l'amour qu'il a pour Rose, on n'en doute à aucun moment dans toutes les décisions qu'il prend. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, alors c'est un très bon méchant.
il est très crédible, mais moi je suis pas d'accord. Pour moi, il ne voit en Rose qu'un atout, en fait pour lui. Pour moi, ce gars est tellement égoïste en fait, Cal. Il est tellement égoïste que il en a absolument rien à faire du bonheur de Rose. Absolument rien. C'est juste que ça ferait une jolie poupée accrochée à son bras lors des dîners d'affaires. Et voilà, c'est parce qu'elle est jolie et parce que pour son image à lui, c'est mieux. Mais moi, je trouve que c'est un gars hyper égoïste. Non, mais peut-être que c'est égoïsme. Mais il lâchera pas l'affaire, on est d'accord. Pour avoir son beau mariage, oui. il lâchera pas l'affaire, C'est il la ça. voudra jusqu'au bout. Mais pas par amour. Parce Non, qu'il veut peut-être- son beau peut-être pas mariage par- avec elle. Mais je trouve que du coup, oui, il lâche pas l'affaire Ouais. et il y a un côté de. Ça compte pour lui Oui, qui est complètement. intéressant. Mais après, même au-delà de ça, mais c'est même pas le côté égoïste voilà. C'est que je pense que ce qui supporte le moins, c'est qu'un pauvre gars, un pauvre de 3e classe, arrive à choper sa nana. Oui, Moi, je pense que c'est surtout ça qui le rend dingue, et c'est surtout pour ça, c'est même encore plus pour ça qu'il s'accroche à l'idée de la récupérer, puisqu'il veut pas se faire prendre pour un con en fait. Moi, ça me fait rire que ce film il ait été réalisé par James Cameron parce que quand tu regardes la filmo de James Cameron, il fait vachement des films d'action, science-fiction, des choses comme ça. Enfin, beaucoup dans l'action. Et ce film-là, même si on retrouve la patte de l'action sur la deuxième partie, sur la partie catastrophe, c'est quand même une comédie romantique et on n'a pas l'habitude avec James Cameron. Est-ce que tu regardes beaucoup les autres films de James Cameron? Non, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu Abyss, Ouais. que j'ai aimé. J'ai vu Avatar, que j'ai trouvé très cool aussi. Enfin, très bien, non, vraiment, c'est fou. Mais justement, moi, je pense qu'il devrait continuer à parler d'amour parce qu'il le fait très bien. En plus, il a rencontré sa femme sur le tournage de Titanic. Et je pense Encore que... une exclue. et je pense c'est sa femme, c'est celle qui joue la petite fille de Rose. Ah oui, Ouais, c'est vrai. ouais. J'avais entendu cette histoire. Ouais, et donc je pense que quoi qu'il arrive pour lui c'est un film important et puis moi je pense que ça lui va bien. J'aime bien Avatar tout ça, mais c'est pas pareil parce que dans Avatar il y a une histoire d'amour mais elle est tellement moins importante que celle de Titanic en fait. Et parce que celle de Titanic finalement c'est ce qui va faire que Rose va être sauvée, ce genre de choses. Enfin sauvée, pas sauvée du naufrage, hein, sauvée dans sa vie, quand elle va pouvoir rejoindre Terre et qu'elle va pouvoir créer la vie qu'elle avait envie de créer. Je pense que ça lui va bien de parler. Bon, après, c'est pas de l'action, mais il y a quand même. Voilà, c'est catastrophe. Il y a des naufrages, il y a un naufrage, il y a le bateau qui coule, tout ça. Donc, oui. Oui. Mais C'est moi, ce je que trouve je que ça lui va bien. C'est mon film préféré de sa filmographie, très clairement. Voilà. Ok. Parce que t'as pas vu les Terminator. Ah, si, j'ai vu Terminator 1. Le 1, je l'ai vu. Mais bon, c'est culte, mais moi, ça me touche pas plus que ça, quoi. Terminator. D'ailleurs, j'ai vu. En fait, il a réalisé et écrit le premier et le deuxième, Mhm. et pas la suite. Ouais. Et là, il va en réaliser un autre, enfin, ou l'écrire au moins, qui se passe direct après le 2, et du coup, qui efface genre le 3, 4, 5, parce que. Pas c'est très content du. Ouais, je crois que c'est ça. D'accord. Pas très content de celui qui a repris la main, quoi. Mais ouais, non, Terminator, moi j'aime tous les genres de films, mais pour le coup, Terminator, il m'a fait un peu ni chaud ni froid. Mais je reconnais que c'est culte, que c'est bien fait, voilà. Mais bon, moi, voilà. J'ai pas tellement aimé. Ah oui, j'ai oublié de te poser cette question-là, même si je sais que t'as pas revu le film. Du coup, ma question de base, c'est qu'est-ce que t'en penses maintenant en l'ayant revu, mais là tu l'as pas revu. Du coup, est-ce que ton avis sur le film il a changé depuis que t'es enfant et maintenant? Alors, je l'ai pas revu, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 3 mois, je dirais. Et je le revois au moins une fois par an. Et non, mon avis n'a absolument pas changé. Je le regarde avec mes yeux d'enfant. Je suis toujours aussi stressée quand elle doit couper les menottes. Je suis toujours aussi stressée. Ça ne change rien. J'aime ce film. Quand je le vois, c'est comme si je le voyais pour la première fois. Donc ça ne change pas depuis que je suis petite, quoi. Ça me fait le même effet, vraiment. J'ai les mêmes boules, j'ai les mêmes larmes à la fin du film, j'ai la même boule dans le ventre, c'est pareil, voilà. Mais j'aimerais bien que tu me réexpliques pourquoi tu le regardes tous les ans et que... Bon, alors, ce que tu m'as dit. alors après, moi, dans ma personnalité, je suis du genre à revoir les films.
Ça, c'est une évidence, les séries, les films, je les revois. Titanic, c'est particulier avec Forrest Gump, c'est les 2 films que j'ai le plus revus. Pourquoi? J'en sais rien. C'est dans ma personnalité de les revoir quand quelque chose m'a plu. Mais je pense qu'après, quand t'as tellement aimé quelque chose, t'as presque envie de le connaître par cœur. Donc, je connais quasiment les répliques par cœur de 3 heures de film. Et je sais pas, c'est un besoin. C'est exactement comme revoir un ami, pour moi. C'est le même effet. J'ai besoin de le revoir, ce film. Et ça peut paraître bizarre parce que je sais déjà comment ça va se finir, mais comme je te l'ai dit, je ressens la même chose. Donc pourquoi pas me refaire kiffer? Au moins je serais pas déçue. Voilà, je serais pas déçue du film. Ok. Non, mais c'est parce que tu me disais, je le regarde une fois tous les ans Ouais. parce que j'ai pas envie de m'en lasser. Bah non, ouais, je peux pas m'en. Non, je m'en lasse pas. Oui, mais tu disais, Je peux pas m'en passer. regarde pas plus d'une fois par an. Ah oui, parce que oui, après, alors quand j'étais plus jeune, je le regardais plusieurs fois par an, mais là depuis quelques années maintenant, non, je le regarde pas plusieurs fois par an parce que je suis pas non plus. Oui, je pense que je m'en lasserais, mais je le regarde environ une fois par an parce que j'ai besoin de ma dose, voilà. J'ai besoin de ma dose une fois par an. On va passer à la conclusion et je vais te demander, est-ce que tu peux me donner des films que tu as bien aimés récemment? Récemment, Ouais. Et alors, m'expliquer un peu ce que c'est. récemment, bah alors le problème c'est que moi ça fait très longtemps que je suis pas allée au cinéma là. Mais pas forcément des films récents en fait, des films que tu as vus récemment, que tu as bien aimés. D'accord, alors récemment, on va dire dans les 6 mois, hein, je suis allée voir Le Grand Bain, Ouais. que j'ai adoré. J'ai adoré l'absurdité d'un groupe de dépressifs qui, comme médicament, a trouvé l'idée. En fait, c'est connu, quand on est dépressif, on a envie de s'associer à un groupe pour aller mieux. Et là, c'est un groupe de dépressifs qui ont décidé de s'associer, mais pour faire de la natation synchronisée. Je trouve ça incroyable, surtout qu'en plus, quand on voit les comédiens qui ont tous des corps très différents, c'est loin d'être des mannequins, mais déjà c'est rafraîchissant de ne pas voir des gars trop musclés en maillot de bain au cinéma. C'est rafraîchissant de voir de Benoît Poelvoorde qui doit facile avoir plus de 50 ans, à je sais pas quel est le plus jeune, mais Philippe Catherine, tout ça. Enfin, ça fait plaisir de voir des corps différents. Et le film est absurde à mourir, il est drôle, c'est simple. Voilà, c'est ça. Est-ce que m'a tu sais qui l'a réalisé? Gilles Lelouch. Ouais, c'est ça. Ouais. D'autres films? Ah si, j'ai vu, mais bon, c'est un film pas tout récent non plus, The Danish Girl. Bon, déjà parce que Eddie Redmayne, je l'adore. C'est comme ça qu'on prononce Redmayne. Je sais pas comment ça se prononce. D'accord. Mais je l'adore aussi. Ouais. Celui qui a le premier rôle des Animaux Fantastiques. Exactement, et celui qui a joué le biopic que j'ai adoré aussi sur Stephen Hawking. Exactement. Ouais, The Danish Girl, je trouvais ça très sympa, mais je pense que c'était un film qui date d'il y a quelques années et aujourd'hui c'est un sujet qui revient plus souvent au cinéma. Le sujet de un petit peu de la métrosexualité ou alors juste de la... C'est la transidentité là, non? Là c'est de la... Si, c'est une femme trans, il joue une femme trans. c'est Non? ça. Attends, dans ce Bah, film, c'est- juste il s'habille en femme. Hein. Non, parce qu'à la fin du film, il se fait Il prend des opérer. médicaments, c'est ça. Non, il se Ouais, fait donc même il est en opérer. transition. Ouais, donc comme c'est un sujet qui... Alors on recommence. C'est un sujet qui revient un peu plus souvent aussi au cinéma ou à la série, où on parle un peu plus des transitions des gens. La transidentité. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense que quand il est sorti, ça devait être assez nouveau. Mais là, voilà, je trouvais ça intéressant, je trouve qu'il joue très bien et j'ai trouvé ça très très sympa comme film. Le film avait fait un peu, enfin pas scandale, mais un peu énervé la communauté LGBT. Ah ouais? Parce que une femme trans est jouée par un homme cis. Donc Ouais. cis, cisgenre, c'est les personnes qui sont en accord avec le genre Mhm. qui ont leur assigné à la naissance, donc qui sont pas trans, donc cis. Mhm. Le Chant du Loup réalisé par Antonin Baudry avec Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, François Civil que j'adore. Non, c'est un film pas mal. Alors je trouve que parfois dans le jeu des acteurs c'est un peu étrange, mais la tension pendant le film est incroyable parce que ça se passe donc dans un sous-marin. Et en fait c'est une équipe de militaires dans un sous-marin qui apprennent qu'il y a possiblement une attaque de bombes nucléaires dirigée vers l'Europe. Donc tout se passe pendant le fait qu'il faille régler cette affaire, soit exploser la bombe en plein air, soit se dire que c'est une erreur d'information et qu'il n'y aura pas vraiment de bombe, tout ça. Et comme le fait que ça se passe dans un sous-marin,
on ressent complètement la claustrophobie du truc. La salle de cinéma paraît toute petite et t'es vraiment en angoisse parce que tu te dis, t'as vraiment l'impression que là, pendant qu'on est au cinéma, il y a une bombe qui se dirige vers nous en fait. Et j'ai trouvé ça très sympa. Il y a juste le jeu d'acteur qui peut, à mon goût, pêche un peu de temps en temps. Alors que c'est que des acteurs que j'adore, mais bon, voilà. Et j'avais une question par rapport à ce film parce que j'ai entendu que apparemment le travail du son était vraiment très très bien. Ouais, Et top. du coup, moi je l'ai pas vu, donc est-ce que tu peux le confirmer? Ouais, très bien. En fait, du coup, ça parle d'un gars qui a l'oreille d'or, je crois qu'on dit. L'oreille d'or. Ouais, l'oreille d'or, c'est quelqu'un qui a un poste très particulier dans les sous-marins. C'est quelqu'un qui a une oreille tellement affinée qui est capable de reconnaître les sons qu'il y a sous l'eau, que ce soit le son d'une baleine ou le son d'un vaisseau, un sous-marin ennemi. Mais il sait aussi faire la différence entre les sous-marins ennemis et les sous-marins français. Donc c'est vraiment une oreille très très fine et il passe son temps à écouter. Et donc forcément, le travail du son est incroyable. On est avec eux, on est sous l'eau, comme voilà, il y a aussi bien la sensation de claustrophobie que ces bruits trop bizarres, parce que nous, le bruit qu'il arrive à identifier comme étant un sous-marin, personnellement pour moi c'était une baleine au loin, donc c'est particulier, mais ouais, le son agit aussi dans cet enfermement qu'on ressent et ce stress qu'on ressent, un bon stress, pas un stress négatif, mais ouais, le son est incroyable. Ben, merci d'avoir été mon invité pour cet épisode. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Screenshot. Bisous. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous. À la semaine prochaine.